Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, pour nous le bonheur passe par l'autonomie et la capacité à répondre à nos propres besoins. Et dans une démarche d'autonomie, une question se pose rapidement, celle de l'autonomie énergétique. Il y en a pas mal de l'énergie là-haut. Donc c'est un sujet complexe parce que on connaît souvent mal nos besoins et on a du mal à connaître en pratique ce que peuvent nous apporter les différents moyens. Ici, nous avons mis en place les moyens de notre autonomie énergétique il y a 7 ans déjà, et on commence à avoir du recul pour être en mesure de vous donner les chiffres qu'on a du mal à se procurer par ailleurs. Combien ça coûte à mettre en place, combien ça coûte en consommation, en amortissement, et ce que ça apporte en pratique. Nous allons vous montrer tout ça. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler des besoins énergétiques? C'est effectivement la première question qui est de savoir combien on consomme. Voilà, par exemple, ici, nous sommes dans une maison de 125 mètres carrés construite dans les années 2000, donc plutôt bien isolée, même s'il y a mieux maintenant qui se construit. Nous sommes 2 personnes et on consomme 11 MWh par an. Donc c'est les besoins qu'on va devoir couvrir avec nos moyens de production d'énergie. Voilà. Concrètement, nous avons mesuré la partie de consommation électricité hors chauffage et estimé la part entre le chauffage et le chauffe-eau. Et ça nous donne la répartition suivante. Donc 73% de notre consommation d'énergie provient du besoin en chauffage. 13% provient et est consommé par notre chauffe-eau et 15% est la partie électricité hors chauffage, c'est-à-dire l'électricité qui concerne la lumière, les ordinateurs, le frigo, le lave-linge, le lave-vaisselle, tous les appareils électriques. Voilà, j'ai une autre question, c'est comment on répond de façon autonome à ces besoins énergétiques. Alors ici, nous avons mis en place non pas un, mais plusieurs moyens. Parce qu'il y a des moyens qui sont adaptés au chauffage, d'autres qui sont adaptés à l'électricité par exemple. Donc nous avons mis 4 moyens en place. Des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques, une véranda et un poêle. Voilà. Donc pour le premier moyen, les panneaux solaires photovoltaïques, il faut savoir que nous avons mis en place des panneaux solaires et un équipement totalement autonome, c'est-à-dire on fait de l'autoconsommation, on ne revend rien à EDF. Parce qu'il faut savoir que la revente à EDF impose que l'installation soit réalisée par un professionnel, ce qui nous aurait doublé le prix de l'installation, ce n'était pas tellement intéressant pour nous. Et en plus, il y a une grosse contrainte qui est que en cas de coupure EDF, votre installation qui revend à EDF est coupée également, tout simplement pour la sécurité des gens qui travaillent sur le réseau, parce qu'il est important d'éviter de renvoyer de l'électricité dans le réseau alors qu'il y a des gens qui travaillent sur les lignes. Donc pour toutes ces raisons, pour nous, la revente à EDF n'est pas un moyen autonome. Donc on a fait le choix d'avoir de l'autoconsommation complète. Et donc on a des batteries, des panneaux solaires, un onduleur et des batteries. Voilà, c'est globalement un moyen qui nous a coûté 10 500 € à mettre en place et installé par nous-mêmes. Il y a quelle puissance au niveau des panneaux? Il y a 3 kW crête. Voilà, c'est une installation relativement standard, si ce n'est qu'elle a des batteries pour l'autoconsommation. Deuxième moyen, le chauffe-eau solaire. C'est ce qu'on appelle aussi le solaire thermique. Donc parce que tout simplement de l'eau circule dans des panneaux solaires et vont alimenter le chauffe-eau en chaleur. Donc c'est un moyen qui nous a coûté 5 000 € à mettre en place avec la pause cette fois-ci. Et donc c'est un moyen qui nous permet d'être autonome sur le chauffage de l'eau, 100% autonome pendant 8 mois de l'année en gros. Le reste du temps, il y a un appoint électrique pendant l'hiver quand il fait très très froid. En plus, on l'a raccordé au lave-vaisselle et au lave-linge, ce qui nous chauffe l'eau. Oui, tout à fait. Troisième moyen, le poêle à bois. Donc c'est un moyen qui nous a coûté 3 000 € à mettre en place
avec la pose et déduction faite des impôts. Mais bon, il faut savoir qu'il y a vraiment tous les prix dans les poêles, on peut trouver ça pour beaucoup moins cher. Et il faut savoir que notre poêle n'est pas optimum parce qu'il manque d'inertie et il ne peut pas tourner toute la nuit complète par exemple. Et qu'en plus il a une sortie directe à l'extérieur, ce qui nous fait une grosse perte de chaleur. Donc on peut optimiser ça beaucoup mieux avec un poêle de masse par exemple, en imitant de la masse autour qui va permettre l'inertie, de pouvoir récupérer la chaleur pendant plus longtemps, et avec une tuyauterie à l'intérieur de la maison pour récupérer encore plus de chaleur, surtout si elle serpente beaucoup à l'intérieur de la maison. Je rajouterais, il fait 8 kW, donc oui, ce qui est bien... 8 kW crête. Crête, ouais. Ce qui est bien, c'est quand on est à côté, il fait 25 degrés, parce que si vous prenez un poêle qui est très puissant, vous allez avoir trop chaud, et ça va être insupportable. Ouais. Bon, il n'est pas optimal, c'est vrai, mais il est beau. On va vous montrer une photo. Et il permet de chauffer à lui tout seul toute la maison quand il est en route. Donc quatrième moyen, la véranda. C'est un moyen auquel on pense moins, mais qui est malgré tout intéressant, vous allez voir. Donc on a ici une véranda on a la chance qu'elle soit exposée sud, et c'est un moyen qui nous permet de chauffer complètement la maison en mi-saison, quand il y a des journées ensoleillées, voire même en plein hiver, quand il y a des journées ensoleillées et que la température est clémente. Voilà, c'est en plus un moyen qui nous permet d'avoir un espace de vie supplémentaire et qui sert de serre pour faire nos semis, pour préparer le potager. C'est un moyen qui nous a coûté 8 500 €, pause comprise. Et enfin, il faut préciser qu'on conserve un abonnement EDF, tout simplement parce que ça nous permet de préserver nos batteries, de faire en sorte qu'elles durent plus longtemps, parce que c'est quand même un élément qui coûte cher et qu'on peut la faire durer plus longtemps en complémentant avec EDF, et qu'en plus, on considère ça comme une source de secours disponible. Et comment on fait pour récupérer l'énergie des nuages? Parce que depuis tout à l'heure, ils grondent. Et comment on fait? Ah, ça serait bien ça. Hein. Donc l'orage nous a laissé tranquilles, donc on a pu se mettre en extérieur pour se mettre avec un joli cadre. Ouais, c'est chouette. En plus, juste à côté de Jacques, il y a une belle sauge officinale où les petits bourdons viennent butiner. Et j'ai une autre question à te poser. Et en fait, ça sert à quoi tous ces moyens énergétiques? Alors en pratique, la véranda couvre 10% de nos besoins énergétiques. Vous voyez que c'est quand même non négligeable. Le poêle couvre 45% de nos besoins énergétiques. C'est de loin celui qui nous apporte le plus. L'électricité solaire photovoltaïque couvre 13% de nos besoins énergétiques. Et le chauffe-eau solaire couvre 10% de nos besoins énergétiques. Alors il faut savoir que on consomme encore un petit peu chez EDF, et ça représente 22% de nos besoins énergétiques. Voilà, donc toutes ces valeurs correspondent pour partie à des mesures et pour partie à des estimations, mais ça donne quand même un ordre de grandeur intéressant pour se faire une idée. Au fait, combien ça coûte d'utiliser tous ces moyens? Alors c'est une très bonne question, parce que ces moyens ne font pas qu'apporter, ils coûtent aussi à l'utilisation. Pour la véranda et le solaire photovoltaïque, c'est très simple, ça ne coûte rien à l'utilisation. Pour le poêle, ça nous coûte 200 € par an à peu près, pour 2 stères et demi de bois, coupé et fendu. On peut l'avoir pour moins cher si on s'en occupe soi-même. Et je ne compte pas le ramonage là-dedans, parce que de notre côté, on s'en occupe nous-mêmes. Et enfin, pour le solaire thermique, c'est-à-dire le chauffe-eau solaire, il faut compter une visite tous les 5 ans à peu près, une visite d'entretien. Et ce qui nous rapporte à l'année fait 30 € par an à peu près. Et il faut quand même mentionner que, comme on utilise encore un petit peu EDF, on compte aussi EDF là-dedans. Donc on en a pour 470 € par an d'EDF, dont un tiers qui représente l'abonnement. Voilà, au total, on a pour 700 € par an de consommables pour notre installation. Mais au fait, il n'y a pas un coût d'amortissement de tout ce matériel? Oui, tout à fait. Il faut prendre en compte le fait que le matériel dure un certain temps,
on a besoin de le remplacer au bout de cette période quand il finit par tomber en panne. Donc pour le poêle et pour la véranda, c'est facile, c'est des choses qui durent à vie, donc on ne considère pas d'amortissement pour ces deux matériels. Voilà. Et pour le solaire photovoltaïque, c'est un peu plus compliqué parce que ça se décompose en plusieurs éléments qui ont chacun leur durée de vie. Donc on a les batteries qui sont l'élément avec la plus courte durée de vie. Donc ça dure à peu près 15 ans et ça nous coûte 5 500 € à l'achat. Donc ça fait, si je regarde mon anti-sèche, 350 € par an de coût d'amortissement. L'onduleur, ça coûte 1000 €, ça dure une dizaine d'années, donc ça coûte 100 € par an en coût d'amortissement. Et les panneaux solaires, ça coûte 4 500 €, ça dure 30 ans, donc ça fait 150 € par an de coût d'amortissement. Voilà, ensuite il reste, je regarde mon anti-sèche parce que là il y a beaucoup de chiffres. Donc il reste le chauffe-eau solaire qui nous coûte 5000 € et on estime sa durée de vie à 15-20 ans. Donc ça fait environ 300 € par an de coût d'amortissement. Au total avec tout ça, on en a pour 900 € par an de coût d'amortissement. Oui, j'ai une question subsidiaire parce que j'aime bien poser des questions. Est-ce que c'est rentable au niveau financier? Alors pour le poêle, clairement oui. Ça nous fait économiser 440 € par an pour une dépense énergétique équivalente produite par EDF. Pour la véranda, non. Parce que même s'il n'y a pas de coût d'amortissement et même s'il n'y a aucun consommable, il faudrait peut-être 50 ans pour récupérer le prix qu'on a mis à la mettre en place. Donc je ne considère pas que ce soit rentable financièrement. Simplement, il faut quand même noter qu'il y a beaucoup d'autres utilisations. C'est un espace de vie, on s'en sert de serre. Donc on ne l'a pas mis à la base pour notre autonomie énergétique, mais ça y participe. Voilà. Mais ne faites pas exprès une véranda pour ça peut-être. Pour le chauffe-eau solaire, clairement non. Ça nous coûte 200 € par an par rapport à l'équivalent en utilisant EDF. Et pour le solaire photovoltaïque, clairement non plus. Ça nous coûte 400 € par an par rapport à l'équivalent fourni par EDF. Donc au global, à 20 € près, ça nous coûte à peu près la même chose que si on avait uniquement EDF. Au fait, pourquoi avoir plusieurs solutions alternatives pour la production des énergies si ça ne rapporte rien financièrement? Tout simplement parce que la rentabilité financière n'est pas notre projet. Notre projet, c'est l'autonomie. Parce qu'il y a une vraie joie à pouvoir répondre à ses propres besoins par soi-même. Parce que nous avons des valeurs de liberté et que, en étant autonome, personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Par exemple, si EDF veut nous imposer un Linky, tout ce qu'on aura à faire, c'est de se débrancher définitivement du réseau EDF. Et ça nous demande de faire un petit peu plus attention à notre consommation, mais notre équipement nous le permet clairement. Parce que ça nous permet d'être plus serein. Voilà, si demain le coût de démantèlement des centrales nucléaires explose, comme ça semble être le cas, on n'en verra pas l'impact puisqu'on produit nous-mêmes. Si demain il y a une hyperinflation, on n'en verra pas l'impact parce que tout est déjà là. Si demain on perd notre emploi, on ne sera impacté que sur le long terme au moment de renouveler les équipements. Bref, l'autonomie en général et l'autonomie énergétique en particulier nous permettent de voir l'avenir avec sérénité et d'être complètement tranquille. Et c'est ça le bonheur. Voilà, beaucoup de chiffres dans cette vidéo, mais j'avais à cœur de partager tout ça avec vous pour que vous puissiez vous faire une idée précise de ce qu'il est possible de mettre en place chez soi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires de la vidéo, on y répondra. Et
pensez que la production est une chose, mais la consommation en est une autre. Et il est aussi possible de travailler à baisser sa consommation en réduisant par exemple la température de chauffage de la maison. Voilà, je vous souhaite sincèrement de pouvoir goûter au plaisir d'être autonome et je vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt, ciao ciao!